Il parlait doucement, dit-il soudain, sa voix basse. Lovette leva les yeux, surprise. Monsieur, je veux dire, toutes les infirmières n'ont pas votre douceur. Elle sourit maladroitement, essayant de rester professionnelle. Je fais juste mon travail, monsieur. Nous aurons bientôt terminé. Mais Michael se pencha vers elle. Maintenant, l'histoire détaillée. Avant cela, prends un moment, donne-nous un pouce levé et abonne-toi pour plus d'histoires. Merci. Plongeons dans l'histoire. Clara croyait qu'elle avait tout. La maison de ses rêves, 2 enfants adorables et Michael, son mari apparemment dévoué. Il était charismatique, attentionné, toujours prêt à offrir un sourire ou des fleurs après un long voyage d'affaires. Ses amis enviaient sa vie. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que derrière des portes closes et de fausses réunions professionnelles, Michael luttait contre un désir sombre et incontrôlable qu'il ne pouvait nommer. Zanab n'avait que 20 ans, une jeune fille discrète originaire de l'état de Koji, venue à Lagos pour chercher de meilleures opportunités. Clara l'avait trouvée par un agent de confiance et fut instantanément impressionnée par sa nature calme, son ton respectueux et son travail acharné. Elle était diligente, propre et semblait comprendre le rythme de la maison en quelques jours. Au début, Michael remarquait à peine Zanab. Il gardait ses distances et la traitait comme une employée. Clara plaisanta même une fois sur le fait que son mari agissait trop élégamment pour parler à la domestique. Mais peu à peu, Michael commença à la remarquer. Cela commença par des compliments innocents. « Tu es une fille très soignée. Cette soupe a meilleur goût que d'habitude aujourd'hui. » Zanab souriait maladroitement, disait merci et continuait ses tâches. Un après-midi pluvieux, Clara était partie pour le week-end chez sa mère avec les enfants, laissant Michael et Zanab seuls. Elle n'y pensa pas beaucoup. Après tout, c'était son mari et la domestique. Que pouvait-il arriver? Ce soir-là, Michael rentra du travail inhabituellement tôt. Zanab était dans la cuisine, son pagne noué au-dessus des genoux, fredonnant pour elle-même tout en lavant la vaisselle. Michael se tenait à la porte, l'observant en silence. Quand elle le remarqua, elle ajusta immédiatement son pagne et détourna le regard. « Tu n'as pas à être timide, » dit-il en s'approchant. « Tu es une belle fille, Zanab. » Son cœur s'accéléra. « Monsieur, s'il vous plaît. J'essaie juste de finir la vaisselle. » Il rit. « Détends-toi. Je ne suis pas un monstre. » Une chose en entraîna une autre, et Michael franchit une frontière qu'aucun employeur ne devrait jamais franchir. Zanab, submergée, effrayée et confuse, ne résista pas beaucoup. Elle ne savait pas quoi faire. Le lendemain matin, son esprit était rempli de culpabilité, de peur et de honte. Elle évitait les appels de Clara et mangeait à peine. Quand Clara revint le dimanche soir, elle remarqua quelque chose d'étrange. Zanab évitait son regard. Ses réponses étaient courtes. Cette nuit-là, Clara la trouva dans la chambre de la domestique, en train de faire ses bagages. « Que se passe-t-il » demanda Clara, sincèrement inquiète. Zanab secoua la tête rapidement. « Tante, s'il vous plaît. Je suis désolée. Je ne peux plus rester. Je vais rendre le téléphone que vous m'avez donné. » Clara était stupéfaite. « T'ai-je offensé? Quelqu'un t'a-t-il crié dessus? Parle-moi, s'il te plaît. » Mais Zanab refusa de parler. Michael se tenait en haut des escaliers, les bras croisés, silencieux comme une pierre. Ses yeux croisèrent brièvement ceux de Zanab, et Clara capta ce regard, mais elle ne comprit pas encore ce qu'il signifiait. Zanab partit cette nuit-là. Clara pleura, se reprochant d'avoir été trop confiante. Michael descendit, la serra dans ses bras et murmura « Peut-être qu'elle a des problèmes familiaux. Ne t'inquiète pas, nous en trouverons une autre. » Mais quelque chose dans sa voix semblait trop lisse, trop rapide. Clara ne le savait pas encore, mais ce moment était le premier fil qui se détachait d'une longue corde de trahison cachée. Michael n'avait jamais aimé fréquenter les clubs quand il était plus jeune. Mais ces dernières années, quelque chose en lui avait changé. Il commençait à rechercher le risque, l'attention, la validation. Chaque jeudi soir, il disait à Clara qu'il avait une réunion professionnelle ou un rendez-vous de réseautage financier. Clara, toujours supportive,
souriait et lui disait de faire attention. Elle l'aidait même à repasser ses chemises et glissait des bonbons à la menthe dans sa poche. Mais en réalité, Michael ne partait pas pour réseauter. Il partait chasser. Les clubs de Lekki étaient devenus son échappatoire. Musique assourdissante, lumière clignotante et femmes cherchant quelqu'un pour les tenir dans leurs bras pour la nuit. Pour Michael, c'était une addiction masquée sous l'excitation. Dès qu'il entrait dans le club, son identité changeait. Il n'était plus l'homme marié avec 2 enfants et une hypothèque. Il était Mike, l'homme confiant, charmeur, avec de l'argent, du charisme et aucune responsabilité. Un jeudi soir, il entra seul dans le club Vibe. Les videurs le connaissaient bien. Boss Mike l'acclamait il alors qu'il entrait. Son allure était soignée, une chemise de marque noire, un pantalon élégant et une coupe de cheveux fraîche. Il alla directement au bar, commanda un whisky et balaya la salle du regard. Elle s'appelait Tonya, mince, peau foncée, avec de longues tresses et une robe fendue qui révélait trop de jambes. Elle était assise seule, sirotant un cocktail, à moitié ennuyée, à moitié prête à chercher des ennuis. Michael ne perdit pas de temps. En 10 minutes, il parlait, riait, se touchait. Elle lui dit qu'elle était maquilleuse. Il lui dit qu'il était célibataire et traversait une séparation compliquée. À minuit, ils étaient dans un hôtel à 5 pâtés de maison. Le lendemain matin, Tonya se réveilla avec une liasse d'argent sur la table de chevet et une chambre vide. Michael était parti avant l'aube, avait lavé ses péchés sous une longue douche à la maison et accueilli Clara avec un baiser et un mensonge. La réunion s'est bien passée, chérie. Fatigante, mais productive. Clara sourit et lui prépara le petit déjeuner. Cette routine se poursuivit pendant des mois. Différentes femmes, différents noms. Certaines étaient des étudiantes cherchant de l'aide pour le loyer. D'autres étaient des femmes plus âgées fuyant leur propre foyer malheureux. Il écoutait leurs histoires tristes, faisait semblant de s'en soucier, donnait juste assez pour qu'on se souvienne de lui, puis disparaissait. Au fond de lui, Michael savait que ce n'était pas normal. Après chaque rencontre, il se sentait vide, comme si un vide engloutissait son âme. Mais la semaine suivante, l'envie revenait plus forte. Il essaya une fois de s'arrêter, de résister à l'attraction, mais cela le rendait agité et irritable. Il ne dormait pas. Il faisait les 100 pas la nuit. Il s'énervait même contre Clara pour des petites choses. Alors, il céda encore et encore. Parfois, il se regardait dans le miroir après une de ses escapades et murmurait « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Mais il ne chercha jamais d'aide. Au lieu de cela, il enfouit sa culpabilité et enfila une chemise propre le lendemain matin. Michael ne savait pas qu'il ne faisait pas que des erreurs. Il déchirait lentement sa vie. Et le plus effrayant, c'est qu'il ne pouvait pas s'arrêter. S'il y avait un endroit où Michael aurait dû tracer une ligne, c'était au bureau. Mais sa maladie ne respectait pas les limites. Elle se nourrissait de proximité, de familiarité et de tentation, et rien n'offrait cela plus dangereusement que le lieu de travail. Le bureau de Michael à Victoria Island était le centre d'une entreprise de conseil financier en pleine croissance. Il était un nom respecté, intelligent, stratégique et connu pour conclure des contrats prestigieux. Le conseil d'administration lui faisait confiance, les clients l'admiraient et le personnel subalterne l'idolâtrait, en particulier Bola. Bola était sa nouvelle assistante personnelle. Une diplômée en économie de 26 ans, avec des courbes frappantes, une peau éclatante et une attitude désireuse de plaire. Elle était efficace, organisée et discrète. Tout ce qu'un patron pouvait vouloir. Mais Michael voulait plus que des rapports et des rappels de rendez-vous. Tout commença par de petits compliments. « Tu es vraiment jolie aujourd'hui, Bola. Ce parfum, très dangereux. Tu es vraiment différente des autres. » Au début, Bola balayait cela, pensant qu'il était simplement gentil. Mais progressivement, le ton de Michael changea. Il commença à l'appeler tard le soir sous prétexte de travail, posant des questions sur sa vie personnelle, son histoire amoureuse, ses rêves. Elle se surprit à rire à ses blagues et à attendre ses messages. Il savait exactement comment l'attirer. Un vendredi soir,
longtemps après que les autres employés furent partis pour le week-end, Michael demanda à Bola de rester pour aider à finaliser une proposition pour un client important. « Ça ne te dérange pas de rester ?» demanda-t-il avec un regard plein d'espoir. « Non, monsieur, ça va, » répondit Bola en souriant. « J'aime bien quand tout le monde est parti. » Ils travaillèrent tard, côte à côte à sa table en verre, sirotant des cappuccinos. Les lumières étaient tamisées, l'air calme, puis Michael se pencha. « Bola, puis-je te dire quelque chose que je garde en moi ?» Elle leva les yeux, nerveuse. « Monsieur, vous êtes une femme incroyable. Intelligente, gentille, belle. Parfois, je me demande si j'aurais été plus heureux avec quelqu'un comme vous. » Le cœur de Bola s'accéléra, ses joues rougirent. « Monsieur, vous êtes marié. »« Oui, je le suis, » dit-il doucement. « Mais parfois, le mariage ne donne pas tout ce dont un homme a besoin. » C'était mal. Au fond, Bola le savait. Mais sa présence était écrasante. Il était prospère, mature, doux avec ses mots. Et dans ce bureau calme et tamisé, sa résistance fondit. Cette nuit-là, ils franchirent la ligne. Ça commença par un baiser, puis un contact, puis des regrets enfouis sous le désir. Au cours des semaines suivantes, Bola et Michael s'enlisèrent dans une liaison secrète. Ils se retrouvaient dans des hôtels discrets pendant les pauses déjeuner et s'envoyaient des messages cryptés sous des noms de codes de projet. Il lui acheta un nouveau téléphone, paya pour ses cheveux et son loyer, et promit de prendre soin d'elle. Clara remarqua que Michael devenait plus distrait à la maison. Il évitait les longues conversations, sautait les dîners en famille et prétendait être submergé par des échéances. Une nuit, elle entra dans la pièce et le trouva souriant à son téléphone. L'écran s'éteignit dès qu'il la remarqua. « Qu'est-ce qui est drôle ?» demanda-t-elle. « Oh, juste un mème du groupe de discussion du bureau, » dit-il, mentant avec aisance. Un lundi matin, Clara décida de surprendre son mari avec un déjeuner au bureau. Elle prépara son riz jollof préféré, du poulet grillé et du jus fraîchement pressé. Avec l'aide de la réceptionniste, elle se rendit à son bureau sans s'annoncer. En ouvrant la porte, elle trouva Michael et Bola assis trop près l'un de l'autre, chuchotant devant son ordinateur portable. Ils se séparèrent brusquement, surpris. « Clara, » dit Michael, se reprenant rapidement. « Quelle surprise !» Clara sourit, mais ses yeux s'attardèrent sur le visage rougissant de Bola. « Je me suis dit que tu pourrais avoir faim, » dit-elle en posant la nourriture sur son bureau. Sa voix était calme, mais ses instincts hurlaient. Quelque chose n'allait pas. « Merci, mon amour, » dit Michael, la serrant dans une étreinte forcée. « Tu es la meilleure. » Clara partit peu après, mais son cœur était inquiet. Elle ne l'accusa pas. Pas encore, mais elle commença à observer. Et au fond d'elle, elle se préparait à une vérité qu'elle priait de ne pas avoir à affronter. Michael avait maintenant sali chaque recoin de sa vie. La maison, les boîtes de nuit, et maintenant le travail. Il pensait être en contrôle. Mais l'addiction ne demande pas la permission. Elle prend jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien derrière quoi se cacher. Clara avait toujours été une femme de foi, de grâce et de loyauté. Elle croyait en son mariage, en Michael. Après 10 ans ensemble, 2 enfants et des luttes partagées, elle pensait qu'ils avaient construit quelque chose d'incassable. Mais ces derniers mois, quelque chose chez Michael avait changé, et cela la rongeait comme une épine invisible. Il était toujours beau, soigné, doux dans ses paroles, mais il était distant. Il l'appelait autrefois en plein milieu de la journée juste pour dire « Tu me manques ». Maintenant, des heures passaient sans un seul message. Il regardait des films, blotti sur le canapé chaque samedi soir. Maintenant, il était trop fatigué ou avait des emails à rattraper. Ce n'était pas seulement une distance émotionnelle, c'était aussi physique. Michael ne la touchait plus avec désir ou affection. Il se couchait tard, parfois après minuit, sentant souvent un parfum qui n'était pas sa marque habituelle. Quand elle essayait de le tenir ou d'initier une intimité, il se retirait avec des excuses bien rodées. « Chérie, je suis stressée. On essaiera demain. J'ai une migraine. » Les enfants sont encore réveillés. Clara essayait de ne pas trop y penser.
Elle priait davantage, jeûnait le mercredi et se plongeait dans des dévotionnels promettant la restauration d'un amour brisé. Mais l'inquiétude dans sa poitrine grandissait. Clara commença à remarquer de petites choses. Une tache de rouge à lèvres sur le col intérieur de sa chemise, une couleur qu'elle ne portait jamais. Des odeurs de parfum qui ne lui appartenaient pas. Des préservatifs qu'elle n'avait pas achetés, cachés derrière l'armoire de la salle de bain. Elle trouva une fois des messages WhatsApp. Des lignes courtes et aguicheuses sans nom enregistré. Hâte de te revoir. Visage clignotant. Michael avait rapidement attrapé le téléphone quand elle était entrée dans la pièce et dit « Ce n'est rien ». Une des filles du bureau qui plaisante. Cette nuit-là, Clara resta éveillée, fixant le ventilateur au plafond. Son esprit s'emballait. Était-il possible que son mari, l'homme qui lui tenait la main pendant l'accouchement, l'homme qui priait pour leur maison, la trompait? Pourtant, elle lui donna le bénéfice du doute. Elle parla en confidence à la femme d'un pasteur, qui lui conseilla « Sois patiente. Les hommes traversent des tempêtes silencieuses. Tu dois le couvrir de prières. » Alors Clara pria plus fort. Un dimanche soir après être rentrée de l'église, Clara aborda ses sentiments avec précaution. « Michael ?» commença-t-elle alors qu'ils étaient assis sur la véranda. « Pouvons-nous parler? Je sens que quelque chose a changé entre nous. » Michael soupira de manière dramatique, sans même lever les yeux de son téléphone. « Clara, pas encore ça. » Elle força un sourire. « S'il te plaît, je suis ta femme. Je sens que tu m'échappes. Je ne sais plus comment t'atteindre. » Il ricana. « Clara, j'ai juste été occupée. Tout ne tourne pas autour de toi. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Vois-tu quelqu'un d'autre ?» Michael lâcha son téléphone. « Quelle question stupide. J'ai besoin de savoir, » cria-t-elle, la voix brisée. « Si j'ai fait quelque chose de mal, dis-le-moi. » Au lieu de la rassurer, Michael se leva et rentra à l'intérieur. « Je n'ai pas le temps pour ces discussions d'insécurité. » Grandit, Clara. Cette nuit-là, Clara pleura jusqu'à ce que sa poitrine lui fasse mal. Elle regarda la photo encadrée de leur jour de mariage, elle en blanc, rayonnante d'innocence. Lui en smoking noir, souriant comme s'il ne la briserait jamais. Le lendemain, en récupérant des vêtements au pressing dans son placard, Clara trouva quelque chose caché dans la poche de sa veste de costume. Une carte-clé d'hôtel avec une serviette marquée de rouge à lèvres. Ses genoux cédèrent. Elle s'assit sur le sol de leur chambre, tenant la preuve de la trahison. La douleur dans sa poitrine n'était pas seulement émotionnelle. Elle était physique. Comme si quelque chose pourrissait en elle. Ce jour-là, son inquiétude devint vérité. Clara n'avait plus besoin de prière pour la protection. Elle avait besoin de prière pour la force. Quelque chose de profond dans son mariage était brisé. Et bien qu'elle n'ait pas encore toutes les réponses, son cœur murmurait la vérité. Son mari n'était plus le sien. La journée commença comme n'importe quelle autre. Michael était assis à la table à manger, fixant son téléphone d'un air absent, sa nourriture à peine touchée. Sa chemise était à moitié boutonnée et de la sueur perlait autour de ses tempes malgré l'air frais du matin. Ses yeux semblaient enfoncés, sa peau plus pâle que d'habitude. Clara l'observait attentivement depuis l'embrasure de la cuisine. Elle avait remarqué que sa santé se détériorait ces dernières semaines. Maux de tête fréquents, sautes d'humeur, fatigue et tremblements occasionnels des mains. Pour un homme qui se vantait de sa force et de son contrôle, Michael était devenu inhabituellement irritable et distant. Pas seulement émotionnellement, mais maintenant physiquement aussi. Elle s'approcha et toucha son épaule doucement. « Michael, tu n'es pas bien, » dit-elle doucement. « Je vais bien, » marmonna-t-il en repoussant sa main. « Non, tu ne vas pas bien. Tu es toujours fatigué. Tu t'énerves contre tout le monde. Tu as perdu du poids et tes yeux, ils ne vont pas bien. S'il te plaît, allons voir un docteur aujourd'hui. » Michael hésita. Au fond de lui, il savait que quelque chose n'allait pas. Pas seulement avec son corps, mais avec son esprit. Il luttait constamment contre une tempête d'impulsions. Même les jours où il essayait d'être fidèle, quelque chose en lui surpassait sa volonté.
Il était épuisé de faire semblant, de se cacher, de lutter. Après une longue pause, il hocha la tête une fois. Ils arrivèrent dans un hôpital privé bien connu à Victoria Island. Clara avait pris rendez-vous à l'avance. La salle d'attente était calme, remplie d'une légère odeur de désinfectant et du bourdonnement de la climatisation. Michael parlait à peine. Il fixait le sol, les mains serrées. Une infirmière sortit avec un porte-bloc. Monsieur Michael agit. Il se leva et la suivit dans un couloir pendant que Clara restait dans la salle d'attente, priant silencieusement pour que ce qui n'allait pas puisse être réparé. La salle d'examen était froide et calme. L'infirmière, une jeune femme nommée Lovett, arborait un sourire aimable et des yeux calmes. Elle salua Michael poliment et lui demanda de s'asseoir sur le lit d'hôpital. Alors qu'elle commençait sa routine, vérifiant la pression artérielle, la température et le rythme cardiaque, l'esprit de Michael divagua. Le parfum de Lovett était léger mais attirant. Ses doigts effleuraient son poignet. Son ton doux accélérait son souffle. Cette envie revint. Il essaya de la repousser, mais l'obscurité en lui commença à s'agiter de plus en plus fort. « Vous êtes très douce, » dit-il soudain, sa voix basse. Lovett leva les yeux, surprise. « Monsieur, je veux dire, toutes les infirmières n'ont pas votre douceur. » Elle sourit maladroitement, essayant de rester professionnelle. « Je fais juste mon travail, monsieur. Nous aurons bientôt terminé. » Mais Michael se pencha, sa voix presque un murmure. « Êtes-vous toujours aussi belle en uniforme ?» Lovett fronça les sourcils et recula. « Monsieur, s'il vous plaît. C'est inapproprié. » Juste à ce moment, la porte s'ouvrit. Clara se tenait là, tenant un parapluie qu'elle était retournée chercher dans la voiture. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle vit son mari assis beaucoup trop près de l'infirmière. Son langage corporel était immistakable. Le visage alarmé de Lovett confirma tout. « Michael, » dit Clara, sa voix ferme mais tremblante. « Que fais-tu » Michael se figea, pris comme un criminel en flagrant délit. Lovett recula rapidement, bégayant. « Je suis tellement désolée, madame. Je n'ai pas. Je l'examinais juste. » Clara regarda Michael et quelque chose en elle se brisa. L'hôpital, l'endroit censé guérir, était devenu le théâtre de l'humiliation la plus profonde qu'elle ait jamais connue. Michael était assis sur le siège passager comme un enfant grondé. Les yeux de Clara restaient fixés sur la route, mais des larmes coulaient silencieusement sur ses joues. « Je n'avais pas prévu ça, » dit-il enfin. « C'est juste arrivé. » Clara rit amèrement à travers ses larmes. « Tu flirtais avec une infirmière pendant que j'étais dehors à prier pour toi. »« J'ai besoin d'aide, » dit-il doucement. « Quelque chose ne va pas chez moi. » Elle ne répondit pas, car elle le savait déjà. L'hôpital était censé apporter des réponses sur la santé physique de Michael. Au lieu de cela, il exposa la véritable maladie qui se cachait en lui. Et pour Clara, cela confirma sa peur la plus profonde. Son mari n'était pas juste malade. Il était perdu. L'image s'imprima dans la mémoire de Clara comme une cicatrice permanente. Son mari à quelques centimètres d'une infirmière. Ses yeux remplis non pas de maladie, mais de désir. Ce n'était pas de la fatigue. Ce n'était pas de la confusion. Ce n'était pas du stress. C'était de la trahison. Et le pire, c'est que cela s'était passé sous ses yeux dans un hôpital pendant qu'elle priait pour lui. Alors qu'elle s'accrochait à l'espoir que sa distance, son irritabilité et son comportement étrange étaient des signes de stress, et non d'infidélité. Mais maintenant, le masque était enfin tombé. Dans la voiture, les doigts de Clara se resserrèrent autour du volant. Elle conduisait lentement, les jointures blanches, la poitrine soulevée par une rage et un chagrin inexprimé. Ses lèvres étaient scellées, non pas parce qu'elle n'avait rien à dire, mais parce que ses mots se seraient noyés dans le flot d'émotions qui tourbillonnait en elle. Michael était assis à côté d'elle, visiblement secoué. Sa posture habituellement confiante s'était affaissée comme celle d'un enfant pris en train de voler. « Je ne pensais pas clairement, » marmonna-t-il. « Clara, je le jure. Je ne l'ai pas touché. Rien ne s'est passé. » La voix de Clara,
quand elle vint enfin, était froide et claire. Mais tu allais le faire. Michael soupira et se frotta le front. Je ne peux pas l'expliquer. C'est comme si je me regardais de l'extérieur. Je sais que c'est mal, mais je ne peux pas m'arrêter. C'est comme si quelque chose d'autre prenait le contrôle de moi. Ce n'est pas une excuse, murmura-t-elle, une larme glissant sur sa joue. Tu n'étais pas drogué. Tu n'étais pas hypnotisé. Tu as fait un choix. Michael serra les poings de frustration. Clara, je lutte avec quelque chose depuis longtemps. Il y a des choses sur moi, des choses que je commence à peine à réaliser. Quand ils rentrèrent à la maison, Clara n'attendit même pas que les enfants demandent comment s'était passée la visite à l'hôpital. Elle alla directement dans la chambre, verrouilla la porte et s'effondra sur le lit, son corps tremblant. Michael resta dehors devant la porte pendant des heures. Clara, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Je suis fatiguée des explications, Michael. Je pense que je suis malade. Quelque chose ne va pas chez moi. J'ai besoin d'aide. Elle ne répondit pas. Finalement, il dormit sur le canapé, comme un étranger dans sa propre maison. Au lever du soleil, Clara émergea, le visage gonflé de larmes. Elle ne cria pas. Elle ne lança rien. Sa voix était calme mais ferme. Dis-moi tout. Michael s'assit au bord de la chaise comme un condamné. Puis il ouvrit les vannes, la domestique, les femmes des clubs, la collègue Bola, et maintenant l'infirmière. Chaque confession était comme un clou enfoncé dans son cœur. Quand il eut fini, Clara ne parla pas pendant une minute entière. Puis elle dit la seule chose à laquelle il n'était pas préparé. Tu dois voir un psychiatre. Ce même jour, Clara prit rendez-vous dans un centre de santé mentale à Aoyki. Elle se moquait qu'il résiste. Il y allait. Le psychiatre, après plusieurs évaluations et questions intenses, leur dit quelque chose qui donna enfin du sens au chaos. Michael, dit le médecin doucement, vous montrez tous les signes d'un trouble hypersexuel, une condition marquée par des pulsions sexuelles compulsives et des comportements que vous vous sentez impuissant à contrôler. C'est réel. C'est rare, mais c'est traitable. Les yeux de Michael se remplirent de larmes. Pas seulement de honte, mais de soulagement. Il n'était pas juste un monstre. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et maintenant, enfin, cela avait un nom. Clara était assise à côté de lui, silencieuse, déchirée entre chagrin et pitié, colère et compassion. Michael avait enfin été pris. Pas seulement dans l'acte de trahison, mais dans la racine de sa maladie. Pourtant, même avec un diagnostic, la guérison ne viendrait pas facilement. Car la confiance, une fois brisée, prend bien plus de temps à reconstruire qu'un cœur à briser. La maison n'était plus un foyer. C'était un champ de bataille de silence, de culpabilité et de blessures invisibles. Après l'incident à l'hôpital et la vérité révélée dans des confessions tremblantes, Clara avait l'impression de vivre avec un étranger, un homme qui ressemblait à son mari, parlait comme lui, mais n'était pas le Michael qu'elle avait épousé. Il avait maintenant un nom pour cela, trouble hypersexuel. Le diagnostic donnait une forme au chaos. Cela donnait à Michael quelque chose à blâmer. Mais pour Clara, ce n'était pas si simple, car aucun label ne pouvait défaire la trahison. Les matins devinrent gênants. Clara préparait le petit déjeuner pour les enfants sans un mot. Michael venait à la table avec des yeux bordés de rouge et touchait à peine à sa nourriture. Elle ne lui rappelait plus de prier ni ne souriait quand il partait au travail. En fait, elle cessa de demander où il allait. Elle n'en avait pas besoin. Il était allé partout ailleurs sauf vers elle. Les nuits étaient pires. Michael dormait sur le canapé dans le salon. Parfois, Clara l'entendait sangloter doucement, murmurant des prières. « Mon Dieu, s'il vous plaît, réparez-moi. Ne me laissez pas la perdre. » Elle entendait tout, mais ne disait rien. L'amie proche de Clara, Amara, vint un après-midi. Elle remarqua les yeux gonflés, les sourires forcés et la manière dont Clara fixait trop souvent par la fenêtre. « Clara, parle-moi. Quelque chose ne va pas, dit-elle. Clara hésita, mais ensuite, les lèvres tremblantes, elle le dit à voix haute pour la première fois. « Michael est malade, mais j'ai l'impression que c'est moi qui meurs.
Amara la serra contre elle. L'aimes-tu encore? Clara ne répondit pas immédiatement. Puis elle murmura, je ne sais pas. Je ne sais même plus qui il est. Michael commença des séances hebdomadaires avec un psychologue comportemental. Au début, il résista, se cachant derrière la honte et la fierté. Mais après la deuxième séance, quelque chose changea. Il commença à s'ouvrir sur son enfance, le manque d'affection émotionnelle, l'exposition précoce à du matériel explicite et les désirs incontrôlés qui devinrent des envies dangereuses. Son thérapeute lui donna des devoirs de journalisation, des techniques de régulation émotionnelle et lui prescrivit des médicaments pour aider à gérer ses compulsions. Il rentrait chez lui après chaque séance, émotionnellement épuisé mais spirituellement plus léger. Parfois, il laissait des lettres pour Clara près de la porte de la chambre. L'une disait « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes encore. Je veux juste que tu saches que je vois le monstre que je suis devenu et que je le combats. Pas pour toi, pas même pour nos enfants, mais pour l'homme que j'étais censé être. » Elle les lisait et pleurait à chaque fois. Une nuit, des semaines après le début de la thérapie, Michael frappa doucement à la porte de la chambre. « Clara, dit-il, la voix basse. Je sais que je suis la dernière personne que tu veux voir, mais je veux juste parler. 5 minutes, s'il te plaît. » Elle ouvrit la porte lentement. Michael se tenait là, pieds nus, vulnérable. « Je sais que j'ai brisé notre couple. Je sais que tu ne me regarderas plus jamais de la même manière, mais s'il reste quelque chose dans ton cœur, même une poussière d'amour, laisse-moi reconstruire à partir de ça. » Clara le fixa longtemps. Sa voix vint dans un murmure. « Je ne te hais pas, Michael. Mais je n'ai plus confiance en toi non plus. Et sans confiance, il n'y a pas de nous. » Il hocha lentement la tête. « Alors laisse-moi la regagner, un jour à la fois. » Dans la tempête de la trahison, il n'y avait pas de réponse parfaite. Juste deux âmes brisées. L'une implorant la rédemption et l'autre cherchant la force. L'amour n'avait peut-être pas disparu, mais il était blessé, saignant sous le silence, et la guérison ne viendrait pas seulement avec le temps. Elle requérait la vérité, le repentir et un long chemin pour se retrouver. Pendant des semaines, Michael avait lutté contre des chaînes invisibles, des désirs qu'il ne pouvait contrôler, des pulsions qui sabotaient son mariage et une honte qui s'accrochait à lui comme une seconde peau. Après la confrontation à l'hôpital et le silence froid qui suivit, il avait atteint un point de rupture. La culpabilité était insupportable. Mais pire encore était la confusion. Pourquoi ne puis-je pas m'arrêter? Se demandait-il encore et encore. Il n'appréciait pas les lendemains. Les mensonges, la solitude, la douleur dans les yeux de Clara. Pourtant, l'envie revenait plus fort que la raison. Quand Clara exigea qu'il voie un spécialiste de la santé mentale, il résista d'abord. Cela semblait être une faiblesse. Il n'était pas fou, n'est-ce pas? Juste indiscipliné, peut-être immoral, mais finalement l'épuisement l'emporta. Il accepta d'y aller. La clinique était élégante et calme. Nichée dans les coins sur un Dao Yki. Sa psychologue, Dr. Shem, était une femme douce avec des yeux perçants et une présence apaisante. Leur première séance fut gênante. Michael s'agitait sur sa chaise, les bras croisés, les murs levés. « J'ai fait beaucoup d'erreurs », commença-t-il. « J'ai trompé ma femme trop de fois. C'est comme si quelque chose prenait le contrôle de moi, et quand c'est fini, je me sens dégoûté, mais je ne peux pas m'arrêter. » Docteur. Shem écouta sans l'interrompre. Quand il eut fini, elle demanda simplement « Michael, quand cela a-t-il commencé ?» Et pour la première fois de sa vie, il raconta tout à quelqu'un. Son exposition à la pornographie à 12 ans à partir du DVD d'un voisin, sa première rencontre inappropriée avec une amie de sa cousine, comment il utilisait l'attention sexuelle pour engourdir le vide intérieur. Comment plus il cédait, plus il se sentait impuissant. Elle hocha lentement la tête. « Vous portez cela depuis l'adolescence, dit-elle. Et parce que vous n'avez jamais obtenu d'aide, cela a grandi sans contrôle. Ce que vous décrivez est plus qu'une faiblesse, Michael. Cela s'appelle un trouble hypersexuel. » Au cours des séances suivantes, Dr. Shem expliqua la condition en détail. Le trouble hypersexuel est réel.
Il est marqué par des comportements sexuels compulsifs, des pulsions qui outrepassent le jugement moral, les relations et la logique. Il découle souvent d'un traumatisme précoce, de la négligence ou de vides émotionnels que le cerveau essaie de combler par le plaisir. Mais comme toute addiction, cela empire avec le temps. Michael se sentit vu pour la première fois. Son comportement avait un nom, une forme, une raison. Mais y a-t-il de l'espoir ? Demanda-t-il. Oui, répondit-elle. Mais la guérison n'est pas instantanée. Elle nécessite un traitement, des limites, une responsabilité et une thérapie. Vous n'êtes pas sans espoir, Michael. Vous êtes humain. Elle lui prescrivit des médicaments pour aider à réguler ses impulsions et l'inscrivit à un programme de thérapie comportementale. Il rejoignit également un groupe de soutien pour hommes, un cercle d'autres hommes luttant contre des compulsions similaires. Là, pour la première fois, il pleura devant des étrangers. Michael ne se précipita pas pour reconquérir Clara. Au lieu de cela, il commença à partager ses progrès. Après chaque séance de thérapie, il glissait une note sous sa porte. Pas avec des excuses, mais avec des morceaux de vérité. Nous avons parlé de la honte. Je n'avais pas réalisé à quel point je me déteste. J'apprends maintenant que je ne peux pas t'aimer si je suis brisée à l'intérieur. Je n'ai flirté avec personne aujourd'hui. Même quand j'étais tentée, je suis partie. Je commence petit. Je comprends si tu ne reviens jamais, mais je continuerai à guérir parce que tu mérites un meilleur homme et je veux être cet homme, même si ce n'est pas pour toi, pour moi-même. Clara lut chaque mot. Son cœur était encore brisé, mais quelque chose en elle s'adoucit. Pas encore le pardon, mais une lueur de compréhension. Il n'était pas juste un mari infidèle. C'était un homme qui affrontait enfin un monstre qu'il ne savait pas qu'il hébergeait. Un diagnostic n'est pas une guérison, mais c'est un début. Pour Michael, nommer sa condition lui donna une direction. Pour Clara, cela lui donna une perspective. La guérison n'est pas toujours un retour à ce qui était. Parfois, c'est affronter la vérité et décider où aller ensuite. Les semaines passèrent, puis les mois. La maison restait plus calme qu'avant. Le rire des enfants résonnait encore le matin. Le bruit des casseroles dans la cuisine retentissait encore l'après-midi. Mais quelque chose de vital manquait encore. La chaleur entre mari et femme. Clara avait emménagé dans la chambre d'amis. Pas pour punir Michael, mais pour respirer. Elle avait besoin de distance, pas seulement de lui, mais de la douleur. Elle avait besoin d'espace pour penser, pour pleurer l'amour qu'elle pensait avoir et pour se retrouver en dehors du titre d'épouse. Michael ne résista pas. Il respecta son silence, son espace, ses limites. Chaque jour, il se réveillait avant l'aube pour prier. Il lisait des livres sur la maîtrise de soi, sur la guérison. Il notait chaque envie sombre, chaque lueur de tentation et les petites victoires, comme passer devant une réceptionniste coquette sans répondre ou supprimer des numéros de son téléphone qu'il cachait sous de faux noms. Il changeait lentement, douloureusement, mais le mal était profond. Et il savait de Kéboar. Et il savait que guérir le cœur de Clara demanderait plus que des progrès. Cela demanderait de la patience. Clara, vous avez besoin de patience. Un samedi, la mère de Clara rendit visite. Après avoir passé l'après-midi avec les enfants, elle s'assit avec Clara calmement. « Ma fille, dit-elle en lui prenant la main. Michael t'a fait du mal. Oui, profondément. Mais je l'ai observé. Il ne fait pas semblant. Cet homme combat des démons que je ne souhaiterais à personne. » Clara ne répondit pas. Sa mère continua. « Je ne te demande pas de revenir vers lui par pitié. Mais s'il se bat sincèrement, et s'il reconstruit même depuis zéro, alors réfléchis profondément si tu fais encore partie de cette histoire. Pas pour la tradition, pas pour la honte, mais pour la guérison. » Cette nuit-là, Clara s'assit sur le balcon, ses pensées s'emballant. Elle n'était pas sûre de l'aimer comme avant, mais elle voyait encore quelque chose en lui. Le remords, l'humilité, l'effort. 2 semaines plus tard, elle l'appela dans le salon. Michael vint calmement, nerveux, mais calme. Clara le regarda, vraiment. Il avait perdu du poids,
mais il y avait de la paix dans ses yeux. Pas de la fierté, pas du désespoir, juste de l'honnêteté. Je t'observe, commença-t-elle. Et je guéris aussi. Pas à cause de ce que tu as fait, mais malgré cela. Il hocha la tête, sans rien dire. Je ne suis pas prête à revenir à ce qui était, continua-t-elle. Je ne pense pas que je le serai jamais, mais je suis prête à marcher à tes côtés pour l'instant comme une amie, comme coparent, et peut-être, si nous continuons à grandir, peut-être que quelque chose de nouveau peut renaître des cendres. Les yeux de Michael se remplirent de larmes. Il s'agenouilla lentement. Merci, Clara. Je ne mérite pas ça, mais je promets. Cette fois, je construirai, pas je détruirai. Elle hocha la tête. Mais souviens-toi, dit-elle doucement. Ce n'est pas le pardon. C'est un début. Michael continua la thérapie, encadrant d'autres hommes dans son groupe de soutien. Il devint ouvert sur ses luttes, prenant même la parole à l'église une fois pendant la semaine des hommes sur l'addiction, le désir et les blessures cachées des hommes. Clara commença également à suivre des conseils, cette fois pour elle-même. Elle lança un cercle de prière pour femmes et organisa même un atelier de guérison intitulé Quand l'amour fait mal, reconstruire après la trahison. Leur mariage ne revint pas à ce qu'il était. Il devint quelque chose de nouveau, plus réel, plus brut, plus honnête. Et peut-être que c'est la forme la plus vraie de guérison. Ne pas oublier la douleur, mais devenir plus fort à travers elle. Parfois, les personnes qui nous blessent le plus ne sont pas des méchants. Ce sont des blessés, inconscients de leur propre brisure, saignant sur ceux qui ont essayé de les aimer. Mais l'amour, lorsqu'il est guidé par la sagesse, la vérité et les limites, peut traverser le feu. Pas pour sauver l'autre personne, mais pour prouver que même les cendres peuvent fleurir à nouveau. Leçon morale de cette histoire. Cette histoire est plus qu'un récit d'infidélité. C'est un voyage douloureux et honnête dans les ombres de l'addiction cachée, de la négligence émotionnelle et de la fragilité de la confiance dans le mariage. La vie de Michael reflète une vérité souvent ignorée dans la société. Certaines personnes ne trompent pas parce qu'elles veulent blesser les autres. Elles trompent parce qu'elles sont piégées dans une bataille avec elles-mêmes. Mais bien que la maladie puisse expliquer le comportement, elle n'efface pas les conséquences. Le rôle de Clara nous apprend quelque chose d'aussi puissant. Que l'amour n'est pas aveuglement et que la loyauté n'est pas esclavage. Elle a aimé, elle a enduré, mais elle a aussi protégé sa paix. Sa décision de créer de l'espace entre elle et son mari n'était pas motivée par la haine, mais par la sagesse et le respect de soi. Michael n'a jamais affronté son traumatisme d'enfance et cela a grandi en une condition qui a blessé tous ceux qui lui étaient proches. La douleur émotionnelle non résolue s'infiltrera dans chaque relation. La guérison doit commencer de l'intérieur. Aimer quelqu'un ne signifie pas se perdre. Clara aimait son mari, mais quand la trahison devint trop profonde, elle traça une ligne. Pas parce qu'elle ne l'aimait plus, mais parce qu'elle s'aimait assez pour exiger mieux. La santé mentale et comportementale compte. Le trouble hypersexuel est réel. L'histoire nous rappelle que tous les comportements destructeurs ne sont pas juste un mauvais caractère. Parfois, c'est une condition qui nécessite une aide professionnelle, pas seulement des prières ou de la honte. La rédemption est possible, mais elle demande du travail. La transformation de Michael ne vint pas en disant « Je suis désolé ». Elle vint de la thérapie, de la responsabilité et de l'humilité. Le vrai changement n'est pas instantané. Il est inconfortable, mais nécessaire. Le pardon n'est pas toujours une réunion. La capacité de Clara à marcher à ses côtés sans se précipiter dans la romance montre que le pardon n'est pas une faiblesse et que la réconciliation n'est pas une garantie. Parfois, la guérison signifie marcher en parallèle, pas ensemble. Dans les relations, les gens peuvent nous décevoir, pas toujours parce qu'ils ne se soucient pas, mais parce qu'ils sont brisés, mais votre guérison ne doit pas dépendre de leur repentir. Aimez farouchement, mais protégez votre paix. Et surtout, souvenez-vous que la guérison n'est pas un retour au passé. C'est construire un avenir plus sage. Si vous avez aimé l'histoire, veuillez aimer et vous abonner pour plus d'histoires. Partagez avec vos proches. On ne sait jamais qui cette histoire pourrait aider.
Nous serons également ravis d'avoir de vos nouvelles et de savoir d'où vous regardez dans la section des commentaires. Merci.